Les Fils de l'Homme se passent en 2027. Et en 2027, il y a un gros problème. L'être humain ne peut plus procréer. On se dit que dans quelques années, il n'y aura plus du tout d'être humain. Et pourtant, une femme va tomber enceinte. Et c'est là qu'intervient notre héros, puisqu'il est chargé de l'amener, de traverser l'Angleterre et de l'apporter à un mouvement de liberté, des espèces de prophètes du nouveau monde qui vont pouvoir utiliser cet enfant pour sortir de l'oppression sociale, parce qu'en 2027, le monde est vraiment divisé entre les gens libres et les gens prisonniers du dehors, on va dire. C'est un film qui est assez intéressant, un film d'anticipation. Tout à fait. Comme le cinéma aime bien en faire, et souvent les réussit. Je pense à Soleil Vert, c'est pas la même histoire, mais qui reste d'actualité. Ah, totalement, oui. Alors là, nous avons un film d'un metteur en scène d'origine mexicaine, Alfonso Cuarón. Il est né en 1961. On ne connaît pas ses premiers films. Sa carrière est essentiellement américaine. Et je dirais, grosso modo, c'est un metteur en scène familial. C'est-à-dire des films tout public. Je citerai La Petite Princesse, De Grandes Espérances, d'après Charles Dickens, qu'il a modernisé. Pas avec grand bonheur, il faut bien le dire. Il a fait un Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban, qui est très très bien fait. Ces deux films marquants, pour pas dire cultes, sont évidemment ces Fils de l'Homme, Children of Men, et le fameux Gravity. Et huis clos assez étonnant au niveau de l'image. Oh, plus qu'étonnant. Oui, Moi, je sais qu'au cinéma, quand j'étais en 3D, oui. j'avais l'impression d'être à Europa Park. Oui, là, on fait un tour de manège absolument du jamais vu dans l'histoire. C'est vraiment un film qu'il faut découvrir sur grand écran, en relief. Et en relief, même avec un Blu-ray, ça ne passe moins bien. C'est le relief qui fait tout, franchement. Donc, il y a un metteur en scène de grande qualité. Oui, alors quand je dis c'est le relief qui fait tout, c'est vraiment pour appuyer sur le fait que, comme dans le Harry Potter, c'est vraiment un metteur en scène visuel. Charles, dans ce film, on retrouve un couple d'acteurs assez connus. Oui, assez connus, sans que ce soit des stars. Alors, l'actrice, c'est Julianne Moore, rien à voir avec l'ex-James Bond Roger Moore. Actrice très intéressante, très à l'aise, elle disparaît assez vite dans le film. Ouais, on la voit pas énormément. Mais elle a un rôle marquant. Elle a un rôle marquant, effectivement. Et elle peut tout jouer, cette actrice. Elle peut tout jouer. On se souvient pas forcément d'elle dans d'autres films, mais elle peut vraiment tout jouer. Elle a quand même marqué dans Hannibal. Elle a repris la suite de Jodie Foster. Oui, et moi, j'avoue qu'elle m'avait assez marqué dans ce film. Oui, Jodie Foster ne voulait pas rejouer le rôle du Silence des agneaux, et c'est donc elle est très bien dans cette suite de Ridley Scott. Et son partenaire masculin, Clive Owen, lui aussi, acteur intéressant, de très bonne qualité, capable de tout jouer, des rôles plus intellectuels, des rôles grand public. On l'a vu chez Spike Lee, dans Inside Man, un film très intéressant, un peu plus commercial peut-être que l'œuvre, disons, en général, engagée de Spike Lee, mais quand même très intéressant. Il a joué dans Le Roi Arthur, le fameux film sur la table ronde, enfin fameux, d'Antoine Fuqua. Le sujet est magnifique. Il a joué dans Shadow Dancer. Bon, un acteur vraiment de grande qualité. Il a joué dans le film de Guillaume Canet, Blood Ties, remake des Liens du sang, qu'il a tourné aux États-Unis, où il reprend le rôle qu'avait joué en France François Cluzet. D'accord. Donc un acteur vraiment intéressant, mais pas une star. Non, mais comme Julianne Moore, c'est vraiment un... Et c'est un très bon choix. Oui, c'est un très bon choix parce que là, en l'occurrence, il joue un anti-héros. Alors, quelqu'un qui marque pas forcément et qui joue très bien pour l'anti-héros, ça colle parfaitement. Tout à fait. Donc, Charles, on peut déjà dire qu'on a un casting. Bon, on n'a pas parlé des seconds rôles. Bon, oui, j'aurais juste dire un mot d'un autre acteur. Alors lui, qui est mythique, qui continue à tourner à un âge très avancé, c'est le grand Michael Caine, acteur qui a débuté dans les fins des années 50, 1956-57, Train d'enfer. Carrière incroyable. Là aussi, entre films, disons, d'art et d'essai, Joseph Losey, une anglaise romantique, et des films plus populaires. Christopher Nolan l'a pratiquement engagé dans tous ses films, Le Prestige, les Batman, le dernier, Tenet également, même si c'est un plus petit rôle, un acteur assez fabuleux et qui ici est excellent. Excellent, il joue un hippie, enfin un post-68 art, c'est assez jubilatoire.
Oui, il écoute du Rolling Stones. Hein. Ouais, il fume des joints. Non, c'est marrant, c'est un super rôle, quoi. Les autres acteurs sont pas connus. La femme enceinte est bien. Ouais, non, mais le casting est très bon, direction d'acteur très bonne. Donc, jusque-là, on est bien. C'est vraiment, pour le coup, un film d'ambiance. On est vraiment en 2027. Et là, il y a vraiment des endroits, moi je pense à cette première séquence où on a notre héros comme ça qui va boire un café, il sort dans une rue de Londres complètement délabrée, et tout d'un coup, boum, il y a un attentat, et là franchement, on y est. Ah oui. L'identification fonctionne à merveille. Je pense aussi à cette baraque en pleine forêt avec Michael Caine. Vraiment, c'est un petit coin comme ça où on se dit, mais vraiment, dans quelques années, on aura besoin de se cacher, on aura besoin d'avoir des endroits comme ça où on pourra fumer de l'herbe, où on pourra écouter les Rolling Stones. Donc vraiment, c'est poignant, ça touche, quoi. Excellent. Ce camp de réfugiés aussi à la fin, où tous ceux qui n'ont pas de papier, les clandestins, etc., deviennent comme des espèces de personnes de camps de presque concentration. Donc là, c'est d'un réalisme absolu. Oui. Le film vraiment a un impact très très fort. Je m'en étais pas rendu compte la première fois que je l'avais vu. J'avais trouvé ce film, j'avais plus vu les défauts. Et finalement, au long des années, comme ça, c'est un film que j'ai tout le temps en tête. Oui, moi aussi. Parce que cette vision du futur, on est vraiment on est au bord. On se dit, mais vraiment, peut-être qu'en 2027, on y sera complètement. Tout à fait. Donc ça, énorme point fort du film, un film d'ambiance, un film réaliste, un film d'anticipation comme on n'en avait pas vu, enfin un des meilleurs films d'anticipation pour ce rendu de la société du futur. Oui, je voudrais juste dire un mot, une petite anecdote, c'est qu'il y a déjà eu un film où il était interdit par le gouvernement d'avoir des enfants. Ouais. Geraldine Chaplin et Oliver Reed dans Population Zéro d'un certain Michael Campus. Alors, pas de souvenir de ce film, mais ça a déjà été traité, mais sans doute de façon beaucoup plus, disons, série B. Alors voilà Charles, c'est là pour moi où le bas blesse. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Tu parles donc de cette histoire, de ces personnes qui ne peuvent plus, contrairement au film dont tu parles, là, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Et pour moi, cette histoire-là, l'histoire de l'humanité qui ne peut plus procréer et une femme qui a un enfant et que l'on doit amener dans une espèce de mouvement comme ça qui va redonner à l'humanité un nouveau souffle. Moi, ça me fait penser un peu à Matrix avec le mouvement Sion, mouvement de liberté. Là, pour moi, on est dans la science-fiction. Pour moi, c'est vraiment une histoire de science-fiction. Et pour réaliser un film de science-fiction, on fait un Blade Runner. Pour faire un film de science-fiction, on donne une image futuriste, on donne des décors futuristes, on donne des costumes futuristes, on met de la musique comme Vangelis avec des synthés du Hans Zimmer qui nous plonge dans la science-fiction et non pas dans l'anticipation. Et en fait, le problème, c'est que ce film, en tant que film d'anticipation, où, je précise, il n'y a pratiquement pas de musique. Non. À part les Rolling Stones. Ouais, on entend la chanson des Rolling Stones. Et il y a un tout petit peu de musique à certains éléments, mais vraiment très léger. Eh bien, cette réunion de l'anticipation et de la science-fiction ne fonctionne pas. Ce qui fait que tant qu'on est dans l'anticipation et quand on est dans ces séquences comme ça réalistes où les personnes vivent simplement en 2027, moi je suis dans le film, je suis complètement identifié au héros. Par contre, dès qu'il nous commence à me parler de oui, il faut rejoindre le mouvement, nanani, nanana, il n'y a plus qu'une femme qui est enceinte, etc. Alors là, pour moi, il y a un décalage total avec ce que je suis en train de voir. Et malheureusement, ça fait que le film, eh bien, je le regarde avec un plaisir énorme d'avoir ces sensations, d'avoir cette ambiance, mais je ne peux pas accrocher à l'histoire. Et ça, malheureusement, c'est un gros point noir. Et c'est ce qui je pense que toi et moi, nous avait gênés lors de la première diffusion, parce que tu m'en avais parlé du film, tu m'avais dit qu'il y a des collègues qui t'en ont parlé avec enthousiasme, et j'ai pas eu cet enthousiasme. C'est vrai qu'en le voyant là, il y a des qualités, mais ce problème subsiste. Oui, parce que ce collègue-là m'avait parlé de points techniques, il m'avait montré le making-of sur des scènes, il y a des plans séquences, à un moment il y a un plan séquence incroyable. Mais bon, on a vu dans Gravity que ce gars est un génie total de la technique. Donc là, rien à dire, c'est fabuleux, c'est vraiment très très ingénieux, enfin superbe. Par contre, comme dit, cette histoire de science-fiction, là, il ramène malheureusement un petit point noir.
qui fait que le film ne restera pas comme un film culte. Par contre, c'est un film qui reste dans la tête. Ouais, d'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup de ce film. Non, on n'en parle plus. Bon, voilà, pour moi, c'est ça le défaut. Certainement. S'il y avait une histoire aussi réaliste, une histoire plus sociale, parce que là, il a les ingrédients, le mouvement social, l'oppression, l'insurrection. On voit à un moment des mouvements des islamistes qui arrivent, on a l'impression d'être au Liban avec le Hezbollah. C'est très osé, c'est très fort. Mais ça, il fallait nous les intégrer à l'histoire, il fallait montrer où peut nous amener notre société, le futur de notre société qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que en ce moment, avec ce qui se passe comme ça, l'oppression qu'on est en train de vivre de par les gouvernements, on se dit qu'il y a de fortes chances qu'en 2027, peut-être ceux qui n'auront pas de papier, on les regardera avec nos vitres, avec des barreaux, on les regardera de loin. C'est fort possible. Donc, En tout cas, c'est un film à voir. Oui, c'est un film à découvrir si vous ne le connaissez pas, parce qu'il est vraiment intéressant. Je terminerai en disant une petite remarque. Il a aussi collaboré avec un autre gros bonhomme de langue espagnole au départ, Guillermo del Toro. Labyrinthe de Pan, par exemple, Forme de l'eau. Donc, c'est deux metteurs en scène visionnaires. Oui. Donc, les enfants de l'homme. Je dis les enfants puisque Children of Men, on l'a traduit, on a appelé en français les fils de l'homme. Bon. C'est pas un titre que je trouve... Il n'est pas bon, le titre. Non, il n'est pas bon. Même les enfants de l'homme, c'est pas... En anglais, ça passe, Children of Men. En anglais, ça passe. Bon, mais enfin, donc des fils de l'homme à découvrir, si vous ne le connaissez pas, à voir. Bonne séance.